Et on est ensemble avec vous également jusqu'à midi au 0826 300 300. Vous le savez, vous avez la parole sur Sud Radio sur les sujets d'actualité où on reviendra évidemment sur la guerre en Ukraine avec la Russie qui promet des couloirs humanitaires. Alors on va voir et on va détailler dans un instant ce qu'il s'est passé exactement sur cette communication autour de ces couloirs humanitaires pour tenter de faire sortir ces populations civiles pris en étau. On va parler des sanctions contre la Russie, de Emmanuel Macron qui entre en campagne logiquement ce soir, et puis de Marion Maréchal Le Pen qui rejoint Éric Zemmour. Est-ce que ça aura un impact sur la campagne présidentielle? Mais tout de suite, on retrouve Gilles Gansman puisque c'est l'heure du zapping de la campagne présidentielle. Gilles. Sud Radio, le zapping de la présidentielle. Et je vais alimenter vos débats avec des extraits, Valérie, j'allais dire, Christine. Pour commencer, les rumeurs, puis les certitudes. Et oui, vous en avez parlé. Marion Maréchal rejoint Éric Zemmour depuis ce week-end. Alors, elle a expliqué son choix au meeting d'Éric Zemmour, mais vous allez voir, elle est arrivée en championne. Merci d'accueillir Éric Zemmour et Madame Marion Maréchal. Pourquoi Zemmour? Pourquoi maintenant? Je ne vais pas vous mentir. Il fut difficile de prendre cette décision. Mon passé politique, mes liens familiaux, mes responsabilités professionnelles n'ont pas rendu ce choix évident. Lorsque j'ai quitté la vie politique il y a 5 ans, je suis partie avec un sentiment de découragement. Avec l'impression que nous étions, malgré nous bien sûr, les idiots utiles de la sauvegarde du système. Chaque fois, la victoire semblait inaccessible. Et quel que soit le score obtenu, le paysage politique restait désespérément figé. Ici, avec vous, j'ai enfin la certitude que le combat ne sera pas vain, que la recomposition politique va advenir. Je crois, de nouveau, la victoire possible. Alors, je vous laisserai débattre avec vos débatteurs tout à l'heure. Je préfère qu'ils réagissent sur le son suivant, puisque évidemment la guerre en Ukraine a été évoquée dans les nombreux meetings de ce week-end de la campagne présidentielle, comme celui de Jean-Luc Mélenchon, où l'homme politique a réintégré sa position sur l'OTAN, et ça, je pense que ça va faire réagir nos débatteurs. Je propose la sortie de l'OTAN, organisation inutile, qui provoque par son agitation un peu partout des tensions, espérant en retirer ici ou là des subventions pour je ne sais quelle agence de sécurité. L'OTAN, dont le président Macron avait dit qu'elle était en état de mort cérébrale, eh bien alors, si elle est en état de mort cérébrale, il faut s'en passer. Je propose que nous construisions, nous Français, des alliances altermondialistes. Alors on va en parler avec Régis de Castelnau, Michel Taube, Alexandre Malafaye, Georges Kuzmanovic. Qui veut réagir à cette déclaration de Jean-Luc Mélenchon, l'OTAN organisation inutile? Il a totalement tort. On est dans la politique politicienne classique, avec une ligne qu'on connaît bien chez Jean-Luc Mélenchon. Que l'OTAN ne donne pas entièrement satisfaction et pose des problèmes, c'est vrai. Que l'OTAN ait eu un vrai sujet de remise en cause, d'ailleurs qui a été impulsé par Emmanuel Macron, qui trouvait que l'institution ne rendait pas le devoir, le travail qu'elle devait remplir. Mais pour autant, aujourd'hui, sans l'OTAN, on est absolument incapable de se coordonner à l'échelle européenne pour essayer d'assurer un minimum de défense et de crédibilité vis-à-vis des Russes. L'OTAN au moins apporte, d'autant plus que dans l'OTAN, il y a quand même une quantité considérable de moyens militaires qui sont apportés par les Américains. Donc je pense qu'à ce stade, il est inconséquent d'agiter ce type d'idée. Je pense par ailleurs que, en revanche, il faut construire l'Europe de la défense, en tout cas une certaine défense de l'Europe, à défaut d'Europe de la défense, et que là, il y a peut-être une opportunité qui nous est donnée. Michel Taube. Je suis tout à fait d'accord. En fait, si vous voulez, on peut être très critique vis-à-vis de l'OTAN. On peut prôner une indépendance et une autonomie stratégique de la France, et c'est le cas. D'ailleurs, nous avons une grande autonomie grâce à notre puissance nucléaire et à notre rayonnement international. Mais en revanche, si vous demandez aux Polonais, si vous demandez aux Moldaves, si vous demandez aux Ukrainiens, si vous demandez aux Baltes, aux Finlandais, aux Suédois, ils veulent tous faire partie de l'OTAN. Et pourquoi ils veulent faire partie de l'OTAN? Parce que malheureusement, on peut dire malheureusement, enfin c'est un fait, la seule protection possible vis-à-vis de Poutine, et encore plus aujourd'hui qu'il y a 15 jours,
c'est cette protection de l'OTAN. On peut le regretter, mais c'est comme cela, c'est une réalité. Et je trouve que Jean-Luc Mélenchon est totalement irresponsable, mais irresponsable. Sa position, il parle d'alliance altermondialiste, mais on rigole ou quoi? On rigole. Il est dans quel monde de bisounours il vit? Et il veut être président de la République. Il y avait quand même 15 000 personnes quand même au meeting de Lyon, nous signale-t-on. Bon voilà, c'est ces partisans qui avaient rempli effectivement le meeting. Régis, un commentaire sur le propos et on terminera avec vous, Georges. C'est une période difficile parce qu'on vient de basculer dans je veux dire, un moment. C'est le moment qui est extrêmement tendu, avec énormément d'expressions, de la propagande, de ce que disait Rudyard Kipling. Enfin, c'est attribué à Rudyard Kipling. La première victime de la guerre, c'est la vérité. Donc bon, c'est un peu compliqué. Bon, simplement par rapport à ça, je crois que effectivement, on est entré dans une nouvelle phase, une nouvelle guerre froide. Je n'ai absolument pas pensé que la Russie attaquerait, mais on est dans une nouvelle guerre froide avec la Russie tournée vers l'Asie. Elle a toujours fait occidentalisme, eurasiatisme, et donc et je pense que dans ce cadre-là, il faut qu'on réfléchisse bien à ce qu'on doit faire, à notre défense, etc. Moi, privilège de l'âge, ma chère, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Mais on donc sait, je suis. Régis. Je vais pas avoir de pudeur concernant mon âge. J'ai 72 ans, je dois être le plus vieux sur ce plateau. Donc très loin. J'ai bien connu la précédente guerre froide, le gaullisme, puisque le général de Gaulle est parti, j'avais 19 ans. Et donc on faisait partie de l'OTAN, mais il avait quitté le commandement intégré, il développait une position qui lui était propre, et on l'avait bien vu au moment de la guerre du Vietnam, etc. Donc je pense qu'il faut qu'on réfléchisse bien, et sans se contenter de dire, et je termine, sans se contenter de dire, bon, il faut avoir un outil, etc. Parce que moi je veux bien sur l'OTAN, mais la situation dans laquelle on se trouve, tous les, je veux pas dire les experts, mais les hommes politiques, je pense à Védrine, à d'autres, etc., disent que, et des officiers américains en retraite le disent aussi, c'est une mécanique de l'OTAN qui a finalement abouti à cette crise. Ça ne justifie pas l'agression, sûrement pas, mais il y a eu cette mécanique et une série d'erreurs. La Finlande, oui aujourd'hui, mais la Finlande, ils ont la paix après avoir attaqué l'Union soviétique, ils ont passé à toute allure en 44 un accord, ils ont été neutralisés et ils vivent bien depuis maintenant 80 ans. Donc, si vous voulez, sans être membre de l'OTAN. Donc, bon, le moment n'est pas venu de prendre des décisions, mais on est en campagne électorale, c'est normal qu'il en parle. Et chaque candidat a ses propositions. Et juste un dernier son, Gilles. Avant le journal, les équipes du numérique de Valérie Pécresse en ont profité aussi pour diffuser ses propos, évidemment, par rapport à la guerre de l'Ukraine. Alors vous allez voir, Valérie Pécresse, elle est prête à mener le combat face à Vladimir Poutine. Elle est prête. Les fonctions de chef des armées sont celles auxquelles je me prépare avec une particulière gravité. Chef des armées, ma main ne tremblera pas lorsqu'il s'agira de défendre et de protéger la France, les Français et nos intérêts. La guerre en Ukraine vient nous rappeler que la paix ne doit jamais être considérée comme acquise, même en Europe. J'ai déjà eu l'occasion de condamner solennellement l'invasion militaire décidée par Vladimir Poutine. Tous ceux qui ont défendu depuis des années sa politique sont irresponsables et ils portent préjudice à nos intérêts nationaux. Georges, un commentaire. Georges, un commentaire sur ce que vous venez d'entendre. Moi, c'est sur l'OTAN. Je rappellerai que George Kennan, qui était le théoricien du containment de l'URSS, Henry Kissinger, Mearsheimer, les grands, Zbigniew Brzezinski, tous les grands, y compris des néoconservateurs, des faucons américains, préviennent tous depuis 30 ans que l'Ukraine est une no-go zone, une ligne rouge et qu'il y aura la guerre si on y va. Le 21 juin dernier, au Sénat, qu'est-ce que propose le ministre des Affaires étrangères américain? L'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. On a joué, nous aussi, avec l'Ukraine. On l'a mis dans une situation totalement instable. C'est-à-dire non protégé par l'OTAN. Non, mais c'est important. Non protégé par l'OTAN. Juste, c'était par rapport à cette histoire de l'OTAN. Et je rappelle que nous sommes le 7 mars, donc c'est l'anniversaire de Régis.
le 7 mars 1900. C'est parti tout seul, c'était le son de Gilles. Et le 7 mars 1972. Ne me mêlez pas à cette turpitude. C'était le jour où, alors qu'il avait eu la crise des missiles de Cuba, avant, le général de Gaulle était sorti du commandement intégré de l'OTAN. Nous ne sommes pas les pays baltes, nous ne sommes pas la Pologne, nous avons 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, on peut vitrifier comme on veut la Russie, la Chine ou tout ennemi. La France est plus forte quand elle est hors du commandement intégré de l'OTAN. C'est une position gaulliste qui lui permet d'avoir un rôle qui aurait été plus fort de Macron, justement, quand il est allé voir Vladimir Poutine, plutôt que d'être le vassal. Et comme on lui a répondu, c'est Washington qui décide. Donc tant que vous êtes dans l'OTAN, c'est Washington qui décide. Allez, le débat est lancé. Gilles, merci beaucoup. À demain pour un nouveau zapping de la présidentielle et pour l'actu télé, évidemment. Et nous, on va s'arrêter aussi parce que l'heure du journal arrive et on continue ce débat autour de la situation en Ukraine, ce couloir humanitaire que propose la Russie, refusé par Kiev ce matin. On en parle avec Régis de Castelnau, Michel Taube, Alexandre Malafa et Georges Kuzmanovic sur Sud Radio et avec vous également sur les réseaux sociaux ou au 0826 300 300. À tout de suite. Et avec vous également au 0826 300 300 et sur les réseaux sociaux avec Régis de Castelnau, avocat, auteur de Une justice politique, membre de la rédaction Front Populaire, avec Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale et fondateur d'Ensemble contre la peine de mort, Alexandre Malafa est président du think tank Sinopia et Georges Kuzmanovic, président de République Souveraine et ex-candidat à la présidentielle, il faut dire ce matin. Oui. Georges, hein. C'est comme ça que il y a des dates butoirs, hein, il faut bien le dire. Allez, on commence avec vos coups de cœur et vos coups de gueule de l'actualité. Eh bien, honneur à vous, Régis, pour votre anniversaire. Ah bon, c'est gentil. Voilà. Et alors, ce sera rapide. C'est ce qui est arrivé à Yvan Colonna. Bon, j'ai bien connu cette affaire, y compris indirectement sur le plan professionnel. Yvan Colonna, quoi qu'en ait dit certains, était bien coupable. Hein. D'abord, la justice l'a déclaré après des procédures particulièrement soignées. Il était depuis 20 ans en détention. Ils avaient demandé à être rapprochés de la Corse. Ça n'a jamais été fait. C'était déjà, je trouvais, une vexation. Qu'est-ce qu'il y a besoin de s'acharner comme ça? Et puis les questions de sécurité, la cohabitation avec des furieux, puisqu'il a mal parlé du prophète et ça lui a, parce qu'il est en état de mort cérébrale, ça lui a coûté la vie. Je trouve que cet épisode n'est vraiment pas à l'honneur de l'État français, et Dieu sait si j'ai toujours été contre l'indépendantisme corse et en particulier contre scandalisé par l'assassinat du préfet Erignac, mais justement nos principes, ils doivent être respectés et cet incident ce drame n'aurait jamais dû se produire. À surveiller ce qui se passe du côté de la Corse quand même avec ce dossier des suites de l'agression d'Yvan Colonna. Michel. Espérons que ça n'en aura pas. Du côté de la Corse, mais aussi du côté des prisons françaises, parce que l'assassin, ou en tout cas celui qui s'en est pris à la vie de Yvan Colonna, je crains qu'il y en ait d'autres dans les prisons françaises. C'est-à-dire, c'est quand même incroyable, mais dans quel monde on vit que des personnes, soi-disant parce que quelqu'un aurait manqué de respect vis-à-vis d'une religion, se fasse démolir ainsi. Et je pense que malheureusement, il y en a des dizaines, voire des centaines qui sont, encore une fois, des bombes à retardement et prêts à péter des plombs, excusez-moi la formule, à tout moment. Et qu'est-ce qu'on va faire d'eux dans les années qui viennent? Michel, je suis d'accord. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux lorsqu'ils vont sortir de prison? Je suis absolument d'accord, mais la société en elle-même est déjà violente, voire parfois très violente, et on voit que les uns ou les autres, à un moment donné, perdent raison, et c'est comme ça qu'on arrive avec Samuel Paty qui se fait couper la tête. La prison n'est pas mieux, La prison, c'est aussi le réservoir de nos violences, mais de manière concentrée, et la prison reste un univers très violent. On parle de Colonna parce que c'est une personnalité connue. Il y a énormément au quotidien d'agressions et de choses qui se passent sans qu'on en parle. Juste en contre-terrorisme, on a plusieurs failles. Et une de nos failles, c'est le renseignement carcéral, qui est toujours pas à la hauteur de ce qu'il devrait être. Ça a progressé. Oui, mais on n'est pas encore au niveau. Et je ne peux pas m'empêcher de dire que dans sa lettre aux Français, Emmanuel Macron a tout simplement oublié de parler de la laïcité et de parler de la lutte contre la montée de l'islam radical. Je trouve ça scandaleux pour une lettre
qui annonce grosso modo le préambule d'un programme de direction du pays. Moi, j'ai trouvé ça absolument inadmissible. Oui, moi, je voudrais juste souligner quand même qu'il y avait 15 000 personnes hier dans les rues de Bastia. Hein, pour effectivement, c'est aussi là-dessus avec des pancartes qui en Corse disaient État français assassin. Donc ça veut dire aussi que peut-être avec des gendarmes empêchés de débarquer ce week-end. Donc on voit qu'il y a un regain de tension aussi du côté de la Corse. Michel, vous aviez la parole. Alors vous avez pris la clé des champs, à tous les sens du terme, c'est ça? Ah ouais, je l'ai prise hier comme beaucoup de Parisiens et c'était vraiment un super moment et je voulais modestement le partager avec les auditeurs de Sud Radio. On a eu sur les Champs-Élysées hier 2022 brebis qui ont été réunies par Jacques Pédéonta, j'espère que je n'écorche pas son nom, qui est le maire de Las dans le village des Pyrénées-Atlantiques et qui en fait avec de nombreux Béarnais ont fait monter donc dans la capitale en clôture du Salon international de l'agriculture 2022 brebis pour rappeler aux urbains que nous sommes pour beaucoup que la transhumance, le respect des terroirs, l'importance de l'agriculture, les traditions aussi françaises qu'incarnent tous ces métiers d'éleveurs et liés à la ruralité font vivre et vibrer le pays et c'était génial d'avoir 2022 brebis, avec également le cheval blanc d'Henri IV, inévitable, puisqu'il était béarnais. Et là, il y avait François. Donc c'était un très très beau moment de partage et vraiment conforme aux valeurs de notre pays. Et je voulais simplement saluer cette belle initiative. Oui, c'est toujours un moment assez étonnant, c'est ce décalage des images. Hein. Alexandre, un coup de gueule contre... Oui, un coup de gueule contre Sandrine Rousseau, donc, qui était candidate contre Yannick Jadot. Oui, j'allais dire oui. Oui, enfin, qui était dans lors de la primaire écolo, et qui a été battue donc au deuxième tour de cette primaire, qui a quand même été intégré dans l'équipe de campagne, qui a tenu la semaine dernière des propos très désagréables, si j'ai bien compris, contre Yannick Jadot, son équipe et sa stratégie, donc ce qui lui a valu d'être exclu donc de l'équipe de campagne, et qui dans la foulée a eu une tirade qui quand même, j'espère, rentrera dans les annales et qu'elle gardera longtemps comme quelque chose qui lui restera collé vraiment comme un handicap. Elle a dit qu'elle était déprimée de faire de la politique dans des groupes du Ku Klux Klan. Alors, le Ku Klux Klan, pour la petite histoire, c'est une organisation terroriste, secrète, américaine, créée dans la fin des années 1860, qui a eu comme modèle, effectivement, d'éliminer de toutes les façons possibles les populations noires, d'une manière abjecte et monstrueuse. Pendant des dizaines d'années, elle a continué à faire ce job jusque dans les années 30-40. Elle continue à le faire de manière beaucoup plus officieuse aujourd'hui, mais elle est soutenue par des néofascistes et des néonazis notamment. C'est une organisation donc qui est extrêmement entachée, qui est considérée par le FBI comme étant aujourd'hui une organisation terroriste. Donc je pense que Madame Rousseau, qui est une féministe connue, reconnue, mériterait de respecter le féminisme, parce que le féminisme ne mérite pas au nom de la diversité, ce type d'étiquette ou d'image. Et je pense que très sincèrement, vu de ce qu'elle dit, d'abord j'espère que ça restera contre elle, comme d'autres restent des détails de la Seconde Guerre mondiale, ou quand on dit Zemmour, Vichy, etc., parce que ça restera vraiment un marqueur contre elle, parce que c'est très révélateur. Et deuxièmement, je pense que ça mériterait de réfléchir sur le plan du droit. Il y a un avocat autour de nous aujourd'hui. Est-ce que c'est pas une incitation à la haine raciale? En tout cas, ça mériterait qu'on s'y arrête, parce que on ne peut pas dire n'importe quoi en politique. Là, quand même, pardon, c'est très grave de dire qu'il n'y a pas cette diversité, donc c'est le Ku Klux Klan. Pardon, en démocratie, on ne devrait plus dire ça. Est-ce que... Régis, parce que... Je suis sollicité avocat et je m'apprêtais à demander l'autorisation de prendre un peu la défense de cette pauvre Sandrine Rousseau, qui multiplie les déclarations stupides très souvent. Là, qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Alors, c'était dans le cadre d'un débat qui se passait à Toulouse, etc. La phrase est très malheureuse. Contre la fin du patriarcat, oui, en politique. Oui, etc. Et elle a dit du Ku Klux Klan, parce qu'il y a quand même derrière une réalité. Tous ces braves gens de Europe Écologie Les Verts, ils sont tous bien blancs. Ils portent leur antiracisme comme un signe extérieur de richesse, mais c'est comme la rédaction de Libération, la fameuse photo sur le toit. On s'aperçoit que ce sont des bourgeois qui habitent dans des quartiers où on évite l'immigration, etc., etc. Et je pense que c'est ça qu'elle a voulu pointer de façon maladroite, et je reconnais un peu détestable, mais c'était ça ce qu'elle a voulu dire. Alors,
excusé. Nous fait-on remarquer sur la page Facebook qu'elle s'est excusée. Elle a dit que c'était maladroit. C'était lors de l'interview des 4 vérités sur nos collègues de France 2. Mais bon, elle est quand même sans doute consciente que quand elle les prononce, enfin voilà, elle connaît aussi le sens des mots. Est-ce que d'une manière générale, ça n'élève pas le niveau de cette campagne quand même c'est délicat. C'est un problème général et en particulier à gauche sur les 10-15 dernières années, c'est l'utilisation de l'anathème en fascisme, en nazisme, à tout bout de champ, ou en Ku Klux Klan, qui vise à casser le débat, la discussion, et souvent, ce qui n'a absolument aucun sens, comme dans le cas de ce propos très malheureux de Sandrine Rousseau. Effectivement, Régis a raison. Elle aurait pu dire c'est quand même bizarre, des gens qui parlent d'antiracisme, ils sont tous blancs. Ça serait plus intelligent de noter la contradiction, plutôt que de dire n'importe quoi. Et malheureusement, et puis c'est pareil au niveau international. Saddam Hussein, c'était Hitler, Kadhafi, c'était Hitler, Milosevic, c'est Hitler, maintenant Poutine, c'est Hitler. Enfin, à chaque fois, cette utilisation, et on use le mot, et je ne suis pas certain que les jeunes, les plus jeunes, ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, comprennent exactement ce que c'est réellement le fascisme et le nazisme. Alors vous parlez de ça, mais Michel... Le Ku Klux Klan, c'est aussi tout simplement la stigme. Évidemment, c'est pas que des anathèmes fascistes, nazis, etc. C'est surtout la racialisation. C'est une lecture racialiste du monde et de la politique. Et Sandrine Rousseau fait partie avec Daniel Obono, avec Confin, je crois, excusez-moi, j'ai oublié son nom, cet élu de la mairie de Paris, ultra féministe, qui avoue volontiers détester les hommes, et surtout lorsqu'ils sont blancs. Et voilà, et elle rejoint cette cohorte, mais ça fait longtemps, de cette gauche racialiste et wokiste mais qui en plus est rejeté par l'opinion publique. Heureusement. Mais comme je suis tout à fait d'accord avec Alexandre Malafay, ce sera son point de détail à elle. Voilà, alors et on le lui rappellera. Juste, je précise, c'est Valentin qui, sur la page Facebook, nous envoie le lien de ce qu'a déclaré Sandrine Rousseau. Elle dit qu'elle assume quand même cette formule qu'elle juge certes maladroite, qu'elle ne visait pas les membres d'Europe Écologie Les Verts, mais qu'elle veut faire émerger un phénomène qui inquiète, c'est la montée de l'extrême droite et du suprémacisme blanc incarné notamment par Éric Zemmour. Voilà ce qu'elle a ce qu'elle a dit effectivement sur le plateau. Moi, je crois qu'avec un peu de recul, comme on observe. On observe quand même tout le contraire dans nos sociétés européennes, en tout cas. C'est pas du tout le sens de l'histoire. Alors ça va peut-être pas assez vite par rapport à Mme Rousseau, mais après, voilà, les choses ont quand même beaucoup évolué. Donc jeter en permanence de l'huile sur le feu à l'aune du fait qu'il y a Zemmour et Le Pen, ça le fait pas quand même. Alors on va dévoiler les coulisses de cette émission. Jean, vous aviez un coup de cœur ce matin. Ouais, j'avais un coup de cœur et comme je disais, le 7 mars 1966, le général de Gaulle est sorti du commandement intégré de l'OTAN et ce jour-là, il y avait un jeune homme qui avait 16 ans et qui était promu à un très très bel avenir et c'est Régis de Castelnau. Joyeux anniversaire. Très gentil. On a répété toute la matinée, Régis, pour ça. On a répété, t'as tout cassé. Au début. Absolument. Alors j'ajoute que c'est le 7 mars 1934, je crois, c'est le premier acte commis par Hitler. On y revient à Hitler avec la remilitarisation de la Rhénanie. Et c'est le début de son escalade qui amènera à la grande catastrophe de 1939. Voilà. Aussi, donc il y a tout un tas d'anniversaires comme ça. Alors Régis, son premier acte, si je peux me permettre, c'est Mein Kampf 10 ans avant. Et ce que je veux dire, c'est que ce qui arrive avec Poutine aujourd'hui, il nous l'avait déjà annoncé il y a 10 ans, en 2007, à Munich, par exemple, et il y a d'autres moments où il l'avait annoncé. Donc voilà, je tiens à préciser, ça me paraît très important de dire il faut se souvenir d'un interview en 2004, Poutine avait dit que les petits pays rejoignent l'OTAN, ceux qui étaient dans le pacte de Varsovie, pourquoi pas, mais il a toujours dit, l'Ukraine, c'est une autre histoire. Et ben moi, je souhaite un très bon anniversaire à Régis de Castelnau. Et on va partir en publicité, surtout. On va lancer une souscription. Exactement. On va marquer une courte pause et on se retrouve dans un instant. On ouvre le débat sur la situation ce matin, les dernières informations concernant l'Ukraine, la Russie, cette question des couloirs humanitaires, parce qu'il y a eu une passe d'armes entre les différentes chancelleries pour expliquer comment sauver finalement les populations civiles. À tout de suite sur Sud Radio. Et on est en compagnie de Régis de Castelnau, avocat auteur d'une justice politique aux éditions de l'Artilleur, Michel Taub, fondateur du site d'information Opinion Internationale, Alexandre Malafay, président du think tank Sinopia, et Georges Kuzmanovic, président de République
souveraine. Alors on ouvre le dossier des dernières informations de la matinée concernant la guerre en Ukraine, avec donc cette passe d'armes diplomatique ce matin entre d'abord d'un côté Moscou qui annonce qu'elle accepte des couloirs humanitaires que Paris, en tout cas Emmanuel Macron, lui aurait demandé de faire respecter, ce que dément l'Élysée de son côté. Moscou qui propose des couloirs humanitaires en direction de la Russie et de la Biélorussie, et de son côté Kiev qui refuse de laisser partir sa population vers donc la Russie et vers la Biélorussie. Aujourd'hui, ces couloirs humanitaires sont une nécessité absolue dans un premier temps. Est-ce que c'est une stratégie aussi de mettre les civils au cœur du conflit dès le 12e jour du conflit? Georges, ça paraît aujourd'hui inévitable. L'histoire des combats urbains nous le montre, que ce soit Grozny, Fallujah, Mossoul ou les guerres de Yougoslavie. Les divers protagonistes se servent des civils pour mener leurs opérations. On comprend bien que du côté ukrainien, s'il n'y a plus de civils, les défenseurs seront écrasés immédiatement par l'armée russe. Du côté russe, c'est un levier en faisant des dégâts massifs pour faire un choc et effroi, pour que les gens se rendent. Donc tout le monde fait semblant, je pense, de vouloir résoudre les choses dans le sens des civils et plutôt utiliser les civils pour mener à bien leurs opérations. Alors on pourrait trouver qu'il y a une rationalité à faire des couloirs qui vont vers des zones où il n'y a pas de combat, c'est-à-dire parce que je pense qu'on parle de Kharkov là, et que de cette ville qui est assez proche, qui est à quelques kilomètres de la frontière russe, bon a priori parce qu'elle donc aller vers l'est pour des réfugiés civils semble plus sensé qu'aller à l'ouest où il y a énormément de combats. On demande bien où ils iraient. Je rappelle que en 2014, il y avait eu aussi déjà 1 million de réfugiés, qui étaient plutôt des populations russes qui étaient parties en Russie, donc un nombre assez colossal. Et qu'on a dépassé là 1,5 million de réfugiés ce week-end. Le HCR table sur 5, mais comme l'invasion va continuer, je pense qu'on aura le plus grand mouvement de population en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale qui peut atteindre les 10 millions. Donc les populations civiles vont considérablement souffrir. Régis ou Michel qui veut réagir et qui veut nous expliquer comment il voit cette situation autour de cette question des couloirs humanitaires. Je pense que comme il vient d'être dit par Georges, les civils vont être l'objet d'un chantage permanent entre les chancelleries et les différents protagonistes du conflit. Ça va être terrible. Rappelez-vous, en Syrie, où sans arrêt il y avait des bagarres pour savoir si on allait permettre aux habitants de Alep ou d'autres villes de pouvoir sortir. Et la plupart du temps, les cessez-le-feu théoriques n'étaient absolument pas respectés. On l'a déjà vu depuis 48 heures. Mais ce que je trouve quand même incroyable là, je comprenais pas pourquoi l'Ukraine refusait la proposition d'installation de couloirs humanitaires. Et quand on découvre que les couloirs humanitaires proposés par Moscou devaient consister à envoyer des civils ukrainiens aller en Biélorussie et en Russie, enfin c'est les envoyer dans la gueule du loup. C'est les envoyer en prison et en déportation garantie, vu le comportement de Vladimir Poutine. Donc, je comprends effectivement. Franchement, moi, ça me paraît très, très compliqué. Quels Ukrainiens vont accepter d'aller en Biélorussie alors que la Biélorussie est un protagoniste du conflit et complètement inféodé à Vladimir Poutine. Le désespoir, peut-être, il y a des gens qui se disent ça. Oui, mais j'en profite pour dire une chose qui moi me tient vraiment très à cœur, si je peux me permettre. Une des principales raisons de la résistance des Ukrainiens, elle est du côté de la Biélorussie, parce qu'on oublie trop qu'il y a 2 ans, le peuple biélorusse s'est soulevé pour sa liberté. Et que si Loukachenko a réussi à mater la résistance, la rébellion du peuple biélorusse, c'est parce que Poutine l'a aidé à le faire. Et aujourd'hui, ce que le peuple ukrainien ne veut pas, c'est se retrouver dans la situation où sont les Biélorusses. Et vous voudriez que les civils, on les envoie en Biélorussie ? Là même où ils vont être certainement emprisonnés, voire pour certains torturés et déportés. Là, non, ce n'est évidemment pas possible. Donc je comprends. Michel, si je peux refuse. Juste rajouter une chose par rapport à Michel, ce que tu dis est tout à fait juste, mais
Il faut bien comprendre que tout ça est largement aussi une guerre civile. Depuis 20 ans, ce sont 350 000 Ukrainiens qui s'installent en Russie. Et donc je pense que ce que voulait aussi Poutine et le régime russe, c'est filtrer et proposer d'aller en Russie ceux qui se sentent pro-russes et donc avoir les mains plus libres dans les attaques sur Kharkov. Moi, je voudrais comprendre aussi si quelqu'un peut nous éclairer, enfin, si vous pouvez nous décrypter, pour quelle raison aussi cette nuit, Moscou a dit que ces couloirs humanitaires étaient validés de sa part suite à une demande d'Emmanuel Macron. C'est quoi l'idée ? Je voudrais faire d'abord une petite observation et répondre à Michel. Je veux dire, voir l'Ukraine, le peuple ukrainien dans son ensemble, c'est pas possible. C'est une mosaïque d'ethnie, de religion, de langue. Non, mais... Attendez, Michel. C'est fini, ça. Non, c'est ce qu'on a fait croire pendant des décennies. Non, mais c'est fini. Mais tous les jours, les Ukrainiens montrent qu'ils sont un peuple uni. Bon, c'est très bien. Vous connaissez par cœur l'Ukraine et tout. Non, je voudrais aller au bout. Je dis une chose. C'est qu'en 2014, 1 million de personnes sont parties compte tenu du comportement de ce qui s'est passé. Il y a quand même eu le massacre d'Odessa, il y a eu des ratonnades, etc. Ils sont partis où ? Ils sont pas partis à l'ouest, ils sont partis du côté de la Russie. C'est compliqué, c'est extrêmement compliqué. Et venir prétendre que, effectivement, c'est... alors, il y a Georges a raison, probablement des éléments, des histoires de filtration, etc. Mais c'est une guerre civile aussi. Il faut pas oublier ça et avoir une vision irénique en se disant, voilà, on a un peuple... Il y a un sentiment national, évidemment, ça je pense que c'est vrai. C'est une. Donc c'est des Ukrainiens contre des Ukrainiens, c'est ça quand on dit guerre civile. Il y a des russophones, c'est des Ukrainiens contre des Ukrainiens. Et des Russes. Mais donc Poutine, c'est un Ukrainien. Non, mais c'est scandaleux ce que vous dites, Régis. Je suis désolé. Parler de guerre civile, parler de guerre civile aujourd'hui, je trouve ça scandaleux. Mais non, mais est-ce que c'est pas une recherché peut-être en Union soviétique, il y avait des Russes qui venaient s'installer en Ukraine et dans les pays baltes. Aujourd'hui, ils ont été, et c'est une forme d'épuration ethnique administrative. Ça arrive, ça c'est le côté tragique de l'histoire. Je n'accuse personne. Je dis simplement que effectivement, en 2014, qui est le président légitime, un pro-russe, Yanukovych, qui est déposé par un coup d'État téléguidé par les États-Unis, c'est reconnu, et Madame Nuland. Mais si, je suis désolé, donc aujourd'hui, tout ça a changé. Et aujourd'hui, le peuple ukrainien est monobloc, ça n'est pas vrai. Il y a des orthodoxes, des cathos, des russophones, il y a des Baltes, pas des Baltes, il y a des Hongrois, il y a des Roumains, enfin, il faut voir Attendez, Régis, on va essayer de... Juste un instant, la seule lecture qui compte, c'est ce qu'il y a dans la tête de Poutine, c'est celle que fait Poutine. C'est celle-là qui compte pour comprendre ce qui se passe. Dans la tête de Poutine, je reviens à ce qu'il disait en 2004 lors d'une interview. On lui demandait ce qu'il pensait des pays qui allaient rejoindre l'OTAN, qui rejoignaient l'OTAN. Il a dit, écoutez, les petits pays de l'ex-bloc, il n'y a pas de problème. Maintenant, l'Ukraine, ça pose un problème. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Poutine, y compris l'Union européenne, bien sûr? On va y revenir dans un instant, parce qu'on est obligé de faire la pause. Non, on est obligé, elle va partir toute seule, mais vous gardez la parole juste après. Alexandre Malafaye continue dans un instant sur Sud Radio. Débat toujours animé et passionnant. Régis de Castelnau, Michel Taube, Alexandre Malafaye, Georges Kuzmanovic ce matin sur Sud Radio. On parle donc de ces couloirs humanitaires, de la gestion des populations civiles. Alexandre, vous étiez sur la réaction aux propos de Régis, qui disait qu'attention, c'est pas, ça peut effectivement être un autre conflit dans le conflit. Je pense qu'il faut bien comprendre que la seule chose qui paraît importante pour lire ce qui se passe aujourd'hui, c'est de voir, essayer d'analyser ce qu'il y a dans la tête de Vladimir Poutine. Et Vladimir Poutine nous a donné des indications, je le disais tout à l'heure, en 2004, dans une interview, il expliquait que les petits pays de l'ex-pacte de Varsovie, le bloc soviétique, qu'ils rejoignent l'OTAN ou l'Union européenne, ça lui était égal. Mais qu'en revanche, il voulait absolument garder le contrôle sur l'Ukraine. Il a dit l'Ukraine, c'est une autre histoire, pas touche. Et en fait, dans la tête des Russes, et le Kazakhstan. Voilà. Et dans la tête des Russes, en fait, il y a deux mondes. Il y a l'Empire russe, le Saint-Empire, dans lequel il y a la Biélorussie, l'Ukraine et la Russie. L'Ukraine étant la petite Russie, la Russie étant la grande Russie, et la Biélorussie faisant partie intégrante de tout ça. Et c'est sa vision aujourd'hui, c'est ce qu'il veut restaurer. Alors, on peut le contester, et je comprends qu'on le conteste, on a le droit de le contester, heureusement. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pendant 20 ans, il a eu envie de construire ça, et on l'a aidé à le déconstruire largement avec tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il se fâche, c'est dramatique, mais son plan est très méthodique. Je crois qu'il a très bien préparé les opérations. Quand j'entends les commentateurs aujourd'hui expliquer que Poutine serait surpris par la résistance ukrainienne, que finalement, j'entendais Jean-Yves Le Drian, donc il a peut-être une chance que les Ukrainiens gagnent, il faut faire très attention, parce que, alors, ils gagneront peut-être à long terme, parce que la volonté des civils l'emportera peut-être, mais pardon, aujourd'hui, Poutine exploite toutes les armes de la guerre. Le froid, la peur,
la faim, la soif, il prend le contrôle des centrales nucléaires, il prend le contrôle des médias, il prend le contrôle des centrales hydroélectriques, il prend le contrôle de l'eau, il prend le contrôle, donc les gens ont froid, les gens sont dans une situation extrême, donc tout ça il l'utilise extrêmement bien, il joue bien sûr toutes les règles et tous les canaux de l'information et de la désinformation pour instrumentaliser les populations. Je veux dire, il n'y a pas d'improvisation dans ce qu'ils font, et je pense également qu'ils se sont très très bien préparés aux conséquences de cette guerre. Donc je ne pense pas du tout qu'ils soient totalement surpris par le fait qu'il y ait des sanctions, ils s'attendaient à ce qu'il y ait des sanctions, et ça fait très longtemps qu'ils ont totalement réorienté leur position stratégique avec l'Asie, avec la Chine, donc ils ne sont pas tout d'un coup totalement isolés. Et je voudrais rappeler juste une chose, le gouvernement chinois a fait savoir que l'amitié entre les Russes et les Chinois était très solide. Aussi solide qu'un roc, ça a été déclaré ce week-end. Donc il faut faire attention, on est en train de durcir le monde dans des positions extrêmement radicales avec de nouveau des blocs très très opposés les uns aux autres. On sait comment ça commence, ce genre de choses, mais quand ça finit, Einstein, je rappelle, avait dit une chose, je ne sais pas comment se fera la prochaine guerre mondiale, mais la suivante se fera à coup de pierre. On va continuer sur le sujet, mais on va le déplacer sur le curseur des sanctions sur la Russie, la sanctionner la Russie, mais jusqu'où peut-on aller vraiment ? Je vous rappelle que des sanctions sévères ont été imposées par le G7, on va les rappeler, le gel des réserves des banques centrales, la problématique des paiements, en tous les cas des transmissions d'informations financières via le réseau SWIFT, on parle de 7% qui pourraient être perdus par le PIB russe, c'est une analyse des Échos, mais jusqu'où peut-on aller quand on entend ce matin, par exemple, le ministre Bruno Le Maire nous dire et nous conseiller de faire attention à nos consommations, que ce soit d'énergie ou en tout cas des matières premières. On a vu le prix de la tonne de blé qui a explosé en l'espace de 48 heures au cours du week-end, donc c'est effrayant. Et on voit aussi le prix du litre d'essence qui devrait pendre entre 8 et 10 centimes partout en France, rien que cette semaine. C'est ce que dit notamment Michel-Édouard Leclerc qui était interrogé ce matin chez nos confrères. Jusqu'où peut-on aller ? Parce que moi je vais mettre un autre chiffre en perspective avec vous quatre, c'est qu'on apprend aussi que de l'autre côté, les États-Unis, l'Europe et la Grande-Bretagne versent chaque jour à la Russie pour son approvisionnement en matières premières quelques 700 millions de dollars chaque jour pour pouvoir se chauffer et faire tourner ses économies. Donc jusqu'à quel bout et jusqu'à quel point on est prêt à faire cet effort ? Qui veut commencer ? Jusqu'où faut-il aller ? Georges. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit. La Russie s'est très largement préparée, pour ceux qui suivent comme moi, préparée à cette guerre depuis 2014. En 2014, quand il y a les premières sanctions au moment de l'invasion de la Crimée, la Russie n'est pas autonome en termes d'agriculture. Ils ont doublé leur production agricole et ils sont totalement autarciques. Ça, c'est un des éléments très nombreux. Mais ça a été ils ont constitué la 4e réserve d'or. Ils ont vidé leur réserve de dollars. Ils négocient des contrats sur 30 ans sur la vente du gaz et du pétrole à la Chine, en construisant d'immenses oléoducs qui vont emmener le gaz qui est vendu à l'Europe vers la Chine. Ils sont très 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 largement préparés et nous on l'est pas. C'est-à-dire qu'on fait des sanctions, mais des sanctions très peu maîtrisées. Donc on a effectivement, il y a SWIFT, mais ça s'abat sur ceux qui sont en Russie les plus opposés à Vladimir Poutine. Par contre, Gazprom n'est pas dans les sanctions. La raison est simple, c'est que 40% du gaz consommé en Europe est russe. Or là, il est monté, là aujourd'hui, à 300 € le mégawatt. Le TFT, il est passé à 345. Pour comparaison, on était à 114 au début du conflit, c'est-à-dire plus que doublé. Le pétrole, au début du conflit, le 24 février, est à 96 $ le baril. Là, aujourd'hui, il est passé à 125 €. Il a pris 10 $, pardon. Il a pris 10 $ le week-end. Vous l'avez dit, la tonne de blé est à 400 €. C'est-à-dire que là, on va avoir une succession de faillites en chaîne. Prenez par exemple rien que les porchers de Bretagne. S'ils doivent payer ce blé-là, toutes les porcheries s'arrêtent. Toutes de Bretagne, à l'arrêt, immédiat. Donc, on voit qu'on ne s'est pas très bien préparé. Résultat, l'Allemagne, qu'est-ce qu'elle dit ? Ah ben non, on fait plein de sanctions, en particulier sur nos 500 entreprises françaises, mais on touche. Par contre, on veut bien recevoir le gaz, le charbon et le pétrole. Donc, moi, je pense qu'on se dirige vers une crise économique majeure à laquelle nous, Européens, ne sommes absolument pas préparés, contrairement aux Américains ou aux Russes ou aux Chinois. Et ça va faire très très mal. Et on a déjà 12 millions de Français avant la crise qui ne se chauffaient pas. L'énergie a pris 56%. On va droit dans le mur et les rodomontades de Bruno Le Maire ne mènent pas à grand-chose, visiblement. Régis, Michel, Régis.
Moi, quelles sanctions? J'écoute ce que vient de dire Georges, qui connaît particulièrement bien le sujet, sur tous ces aspects. Moi, il y a deux observations rapides. Premièrement, ce qui me surprend, c'est l'impréparation. Alors, je vous cache pas que moi, j'étais persuadé qu'il y aurait pas de guerre, quand les Russes, avec leur maskirovska, c'est-à-dire leur façon de cacher ça, on considérait que ce que racontaient les Américains, c'était des rodomontades sur l'offensive imminente. Non, ils avaient raison. Moi, on est passé complètement au travers. Mais ce qui me surprend, c'est l'impréparation. Ça, c'est la première observation. La deuxième, au constat de ces sanctions qui vont sûrement gêner les Russes, mais dont on s'aperçoit quand on commence à les décortiquer qu'elles vont nous gêner encore plus. Donc là, il y a un problème, et je pense aussi qu'il est dû au fait que la mondialisation ne se démonte pas comme ça, aussi facilement. Elle ne se démonte pas aussi facilement, et on le voit bien. Je prends l'exemple des avions, par exemple. Les sociétés irlandaises, si la Russie, qui a 520 avions, en leasing, dit désolé, venez les chercher. Ah oui, mais on peut pas parce que avec les mesures, etc. Nous, on peut pas vous payer, on n'est plus dans SWIFT. Je veux dire, ils vont déposer le bilan. Comment on veut dire ces 520 avions? Vous avez également le gel des avoirs, des réserves de change. Oui, d'accord, ça veut dire que si vous voulez le dollar et l'euro comme monnaie refuge, ça va être très compliqué si on peut vous les saisir comme ça. Donc moi je pense que c'est une situation qui est extrêmement complexe et dont je verrais bien une belle conférence internationale pour sortir de tout ça. Il y a un sommet européen qui se profile à Versailles cette semaine. On aura l'occasion d'y revenir évidemment. Alexandre, on vous a pas entendu, puis Michel également, sur cette question de jusqu'où peut-on enlever le curseur des sanctions économiques contre la Russie vu notre dépendance finalement. Enedis a aujourd'hui aussi tiré le signal d'alarme pour dire que si on continue comme ça, ça veut dire qu'on n'aura pas la capacité de reconstituer les réserves de gaz et pour l'hiver prochain, on aura des conséquences extrêmement sérieuses. Et le groupe lui-même pourrait... Oui, absolument. Ce que je voudrais dire maintenant, c'est que on est dans un niveau d'impréparation effectivement phénoménal, mais parce qu'on l'a voulu. Dire les vieux dictons ou les vieilles enseignements militaires qui disent par exemple civis pacem parabellum, si tu veux la paix, il faut préparer la guerre. Quand on parle depuis des dizaines d'années d'autonomie stratégique, de stratégie, de souveraineté, on n'a rien construit dans ces domaines-là. On l'a vu avec la crise sanitaire. La mondialisation heureuse nous a amené à nous défaire de tout ce qui nous rendait effectivement autonomes, voire souverains. Et aujourd'hui, on rentre en guerre économique avec les Russes, qui eux sont extrêmement résilients. Je connais un tout petit peu Moscou, et il se trouve que par hasard un jour, j'ai assisté au défilé du 9 mai, anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je me suis retrouvé embarqué dans le défilé avec les Russes un peu par hasard. Je peux vous dire que ce que j'ai vu du peuple russe, de l'âme russe, de cette résilience de la nation et de la mobilisation autour des souvenirs de l'histoire, des héros de la guerre et de la volonté de faire peuple, c'est très très inducteur de leçons, et je pense qu'on est beaucoup moins résilients qu'ils le seront dans l'adversité. Ils seront beaucoup plus à même de résister face à ce qu'on leur a fait, ce qu'on va leur faire subir, que nous. Donc à un moment donné, l'effet boomerang de toutes ces sanctions face à notre impréparation vont nous coûter extrêmement cher. Je ne sais pas dans la durée comment on résistera et comment on va résister, parce que le quoi qu'il en coûte appliqué à cette crise-là, c'est rien par rapport au Covid. Oui. Michel. Moi, ce qui m'inquiète, pour pas redire la même chose qui a été dit, parce que je suis malheureusement d'accord avec beaucoup d'éléments qui ont été dit. Moi, ce qui m'inquiète, c'est les conséquences politiques en France de cette crise économique. C'est-à-dire ? Parce que lorsque vous avez une hyperinflation, d'habitude, c'est le début de la montée, et elle est déjà haute, des extrêmes. Et je pense que dans les années 30, la crise économique avec une hyperinflation a abouti au nazisme 10 ans plus tard. Et ce que je veux dire, c'est que on est aujourd'hui dans des États où effectivement il y a l'État-providence qui sert un peu d'amortisseur de crise, et heureusement, ce que nous n'avions pas dans les années 30. Mais la réalité, c'est que là, on est dans une telle hyperinflation, une telle explosion de tous les coûts de la vie quotidienne que effectivement les conséquences risquent d'être dramatiques, et que tout simplement ça va faire monter les extrêmes, parce que quand les gens n'ont plus de quoi manger et de se chauffer, vous croyez qu'ils vont voter Macron à l'élection présidentielle? Moi je pense que si la crise s'aggrave très très rapidement, cela peut aussi amener à ce qu'un Jean-Luc Mélenchon, qui est justement dans une stratégie politique plus on va dire de
de rupture. Il a encore dit qu'il allait rétablir l'ISF et l'augmenter très 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 fortement. Ben, c'est sûr que pour les gens qui n'arrivent plus à finir les fins de mois, ce discours va être audible. Et pareil pour la droite nationaliste. Donc oui, je pense que ça c'est extrêmement inquiétant. Après, je pense que les sanctions économiques auront quand même un effet très important et vont quand même amener certains leaders russes à s'interroger sur leur avenir personnel et à peut-être se liguer pour essayer de proposer une alternative à Poutine. C'est la stratégie. Ça, c'est la stratégie. Mais le plan de relance, on parle d'un plan de relance européen pour faire face à cette crise. C'est nécessaire, Georges Michel? Le plan de relance à la crise Covid, et je suis entièrement d'accord, c'était une petite grain de sable dans la machine. Là, ce qui se passe est beaucoup plus grave. On a fait un plan de relance emprunté sur les marchés de 750 milliards, ridicule. Les Américains, eux, ont mis 8 000 milliards de dollars. C'est-à-dire 9 fois plus que nous. Donc on n'est vraiment pas du tout à l'échelle. Et on a le fonctionnement de l'Union européenne empêche ce genre de relance vraiment rooseveltienne, keynésienne, qui sera absolument nécessaire. Si on ne fait pas ça, oui, on va dans le mur. Non mais on veut relancer quoi? C'est bien. Qu'à un moment donné, on mobilise des moyens, que l'Union européenne prenne ses responsabilités. À donner à non, mais je suis d'accord, mais tout ça, c'est des filières. C'est-à-dire qu'il va falloir des années pour les mettre en place. Quand on parle aujourd'hui, par exemple, des composants semi-électroniques, on sait que pour rien que ce sujet-là, si on veut réimporter sur le territoire européen la totalité de la fabrication des semi-conducteurs dont on a besoin, il faut investir 350 milliards et que le temps qu'on le mette en œuvre, il faudra une dizaine d'années. Parce que c'est quand même très long de construire tous ces sujets. Non, mais d'accord, mais qu'il faut le lancer. Sauf qu'aujourd'hui, on l'a lancé à hauteur de 10%, alors qu'il aurait fallu le lancer à hauteur de... Voilà, et tous les sujets sont pareils. Demain, on veut se remettre en situation d'indépendance énergétique. Il faut relancer la filière nucléaire. Les Allemands se mordent les doigts. Les Français aussi, avec certaines fermetures comme Fessenheim. Vous savez ce que fait Poutine depuis un an? Poutine passe de grande entreprise en grande entreprise russe depuis un an et demande est-ce que vous pouvez fabriquer les choses que vous achetez à l'étranger depuis un an. Donc tout était préparé. Alors on va parler de justement. Alors vous parlez de la tournée de Poutine auprès des grandes entreprises. Ce soir, c'est Emmanuel Macron, le candidat président, qui démarre sa campagne et qui sera du côté de Poissy, chez le maire très, on va dire macro-compatible, Carl Olive. Une campagne qui démarre auprès des Français pour les écouter. Est-ce que le retour finalement du grand débat, on y revient dans un instant, juste après la pause sur Sud Radio avec nos 4 débatteurs. À tout de suite. Allez, on a encore une dizaine de minutes à passer ensemble et avec Jean Skuzmanovic, Alexandre Malafaille, Michel Thaume et Régis de Castelnau, les 4 débatteurs de ce 7 mars si important aujourd'hui. Nous en sommes... je ferai un petit clin d'œil après, mais Régis, aujourd'hui aussi important parce que la campagne électorale va se dérouler du côté d'Emmanuel Macron avec un déplacement prévu ce soir, si tout va bien, parce que peut-être qu'on ne sait jamais si l'actualité internationale fait que le président de la République doit rester dans son costume de président. Mais en tous les cas, Emmanuel Macron, le candidat, sera en déplacement ce soir à Poissy dans les Yvelines pour, dit-on, une conversation avec les habitants autour des sujets qu'ils choisiront. Il vient à l'invitation du maire Carl Olive, ex-LR, aujourd'hui proche du président de la République, en tous les cas, qui a apporté et affiché son soutien à Emmanuel Macron. Qu'est-ce que ça vous fait penser? Est-ce que pour Emmanuel Macron, ça va être une campagne à minima avec cette version-là, parasitée par la crise ukrainienne et ce format dit-on, d'aller converser avec les Français? Est-ce que c'est le retour du grand débat? Régis. Alors, juste une petite observation concernant le début de notre émission, c'est-à-dire Marion Maréchal, qui choisit au plus mauvais moment, qui choisit Zemmour, et donc pour moi, et je m'en tiendrai à ça, je pense que c'est le choix de la défaite et le choix de la réélection d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'elle pose des jalons pour la reconstitution, la reconduction. Ça rejoint ces assises de la droite qu'elle avait fait il y a 3 ans, 4 ans, je me rappelle plus. Donc tout ça pour ça, quoi. Oui, non, je pense qu'ils ont acté et que Zemmour sait qu'il ne sera pas au deuxième tour et que même quand bien même y arriverait-il, les sondages sont de tous les candidats, ce serait le plus mauvais, hein, de ceux qui sont testés. Je pense que c'est très difficile de savoir comment ça va se passer. Moi, déjà avec ce qui s'est produit avec la Russie, où moi j'avais dit ils interviendront jamais. Moi, je vais être modeste. J'ai simplement vu que
les sondages, il y avait une tendance et on allait tranquillement vers le match retour de 2017 et puis hop, il y a eu la crise ukrainienne qui a tout d'un coup, mais très brutalement, a boosté Macron. Je pense que ça peut se dégonfler aussi et qu'il va être obligé de s'adapter au fur et à mesure. Il va être obligé, pour l'instant, il n'a pas effectivement probablement intérêt à trop bouger, hein, mais c'est pas sûr que ce soit suffisant parce que les gens vont la grosse émotion du début de la guerre. Moi, et je reviens à mes souvenirs, je me rappelle très bien de l'Afghanistan, ça avait été furieux au début et ça s'est tassé relativement vite. Alors attention, comparaison n'est pas raison. Je pense que c'est difficile de savoir comment ça va se passer. C'est un mois de campagne, c'est pas rien. Alors il va donner une priorité à l'école, aux enseignants, la méritocratie républicaine, il prône pour plus d'inclusion, notamment le maintien à domicile sur la question des personnes âgées dans les maisons de retraite plus humaines. Michel. Alors moi, l'idée, pour moi principale, c'est que l'idée de faire croire qu'Emmanuel Macron serait dans une campagne à minima parce qu'il y a la crise ukrainienne à gérer, ce n'est pas du tout vrai. Et la preuve en est, c'est que cet après-midi, justement, il va aller converser avec des Français. Donc, il est pleinement lancé dans sa campagne électorale, mais à 200%, évidemment. Il met aussi en scène, d'ailleurs, sa fonction de président très engagé sur le conflit ukrainien. Mais il a écrit aux Français, il a fait sa vidéo qui avec un teasing, tous les semaines, on aura un autre épisode. Là, il va rencontrer des Français. Samedi prochain, il fait un meeting à Marseille. Il est pleinement en campagne, 24 heures sur 24. Et bien entendu, les photos qui ont été diffusées, on le voit, des photos très stylisées, très artistiques. On le voit en train de travailler très ardemment sur ces écrins. Donc voilà, donc pour moi, il est pleinement en campagne et effectivement, il n'a que cela en tête et c'est normal. C'est le président candidat et je pense que c'est vraiment faire du macronisme de base que de penser qu'il ne serait qu'à minima engagé dans cette campagne. Georges. Moi, je disais tout à l'heure, Poissy après Kharkov, je suis pas sûr que ça déplace les foules. Il fait campagne, effectivement. D'ailleurs, on voit en termes médiatiques que tout ça a été bien préparé et que c'est un matraquage massif, tant dans la presse écrite que dans les médias télé. Il y en a d'autres. Oui, mais quand même. Bon, il fait campagne, mais il reste 5 semaines. C'est pas beaucoup, mais dans un contexte de guerre, avec l'augmentation, on disait tout à l'heure, du cours du pétrole, du gaz, du blé, et les conséquences que ça peut avoir. Parce que l'une des conséquences que tout ça peut avoir, c'est une panique dans les milieux financiers. Il y a énormément de bulles financières, et si quelque part quelqu'un se décide à se mettre à vendre des actions en se disant que l'entreprise dont a parlé Régis n'est pas solvable ou va s'effondrer parce qu'elle ne peut pas récupérer ses avions, ou tel autre n'est pas rentable parce qu'elle va tellement payer d'énergie que le rendement l'année prochaine ne sera pas bon, on peut se retrouver avec un crack financier. Et là, comme l'a dit Michel, tout est possible. Là, tout est possible parce que tout est possible. Alexandre. D'abord, ça fait 1 an qu'il est en campagne. Et à ce sujet, je pense qu'un jour, il faudra qu'il y ait une obligation pour les candidats qui sont présidents de se déclarer peut-être 6 mois à l'avance pour que les règles soient claires, ce qui n'était pas le cas, ce qui d'ailleurs aurait bien facilité les choses. Le deuxième point, c'est que ça fait 1 an. Et je pense qu'en fait, on nous explique ces dernières semaines qu'il n'a pas le temps et que ça chamboule son agenda. C'est vrai, mais je pense qu'il a le temps. D'abord parce que l'État, c'est pas uniquement le président de la République. Il a quand même des structures autour de lui, que les réunions de crise n'ont pas lieu tous les instants. C'est pas nous qui sommes en guerre. Donc, il a le temps matériellement de faire campagne. Sauf qu'il ne va pas faire campagne. Il va faire ce qu'il sait très bien faire, il va faire un show. Il va faire un show pendant 5 semaines, comme il l'a toujours fait quand il avait des crises avec le grand débat ou autre chose. Et il n'y aura pas ce dont les Français ont vraiment besoin, c'est des vrais moments de confrontation entre candidats, entre pairs, si je puis dire, parce qu'il ne voudra pas participer au débat, sauf peut-être au deuxième tour, mais entre-temps avec ses rivaux et ses concurrents. Et c'est très dommage, parce que c'est aussi ça qui permet à un moment donné vraiment de créer un déséquilibre et une mise un peu en abîme ou en perspective du projet des uns et des autres, et ça il va le refuser. Donc je trouve ça très dommage, et je voudrais rebondir sur les photos de Michel Taube, parce que ce qu'évoquait Michel Taube, je suis très scandalisé par ces photos noir et blanc, photos d'art qui ont été publiées. Enfin, je veux dire, on n'a pas besoin de se mettre en scène à ce point-là pour gagner. J'espère que ce genre de photos lui seront reprochées, parce qu'on devrait rester sobre dans ce genre de situation. Des photos d'art, c'est bien, mais des photos d'art du président en train de négocier avec Poutine, pardon, je trouve que ça le fait pas. En plus, on le voit pas rasé, enfin c'est vraiment incroyable. Je trouve cela
pour rebondir sur ce que dit Alexandre, je trouve cela totalement indécent. Honnêtement, c'est indécent. Et moi, je veux juste pour dire une chose, je voudrais juste te dire que je crains que cette campagne, qui n'en est pas une, et cette victoire annoncée d'Emmanuel Macron, soit une victoire à la Pyrrhus, et que ce qu'on appelle une victoire à la Pyrrhus, c'est une victoire sans combattre. Eh bien, il le paiera très cher après parce qu'il n'aura pas de légitimité. Voilà, donc c'est le mot de la fin. Le débat continuera. On n'a pas eu le temps d'évoquer effectivement le ralliement hier donc de Marion Maréchal à Éric Zemmour, la nièce de Marine Le Pen, donc qui rejoint Éric Zemmour. On y reviendra peut-être dans l'émission ce soir dans les vraies voix. En tous les cas, merci à tous les quatre, Michel Taube, Alexandre Malafa et Georges Kumanovic. Et encore un très bon anniversaire, cher Régis. J'espère que le gâteau, oui, non, mais c'est important. Bah oui, mais ça compte toutes ces années. Et beaucoup de bougies sur le gâteau. En tous les cas, vous c'est une très très belle journée à vous aussi. La jeunesse, c'est le temps qu'on a devant soi. Exactement, et le temps qui nous reste à vivre, comment l'utiliser. Et merci de m'inviter à ces émissions, parce que ça, c'est stimulant et j'ai l'impression d'être toujours jeune. Eh ben, tant mieux. En tous les cas, on vous apprécie, on est très heureux de vous avoir. Dans un instant, c'est André Berkoff sur Sud Radio, juste après l'info. Nous, on se retrouve demain dès 10h. Très belle journée.